Si le savoir-faire est essentiel, la confiance, elle, est suprême. Le syndrome de l'imposteur touche beaucoup d'individus, même des plus expérimentés. Car malgré leur talent, malgré leur expertise, leur état de doute persistant freine la prise de décision, voire la mise en action qui est pourtant essentielle au succès de nos projets. Alors, que faire quand les perspectives soulèvent en nous un sentiment d'insécurité et nous poussent à chercher la sortie de secours plutôt qu'à affronter les défis? Heureusement pour nous, les leviers existent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration, de motivation et de ressources pour tous les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent faire évoluer, voire révolutionner leur vie, aussi bien professionnellement que personnellement. Car j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines, car elle induit responsabilité et mise en action par opposition au statut de victime. C'est donc notre carte maîtresse en ce 21e siècle, alors saisissons-la. Donc l'imposture, ou plutôt cette sensation d'être une fraude. Le syndrome de l'imposteur, également appelé complexe de l'usurpateur ou de l'autodidacte, est une tendance psychologique à la remise en question de sa personne ou de ses compétences. Ce syndrome a été identifié en 1978 par deux psychologues américaines, Pauline Clance et Suzanne Imes. Cette sensation d'imposture est un phénomène qui apparaît bizarrement lors des périodes de transition professionnelle ou personnelle, comme un nouveau job, une promotion, changement de voie, l'entrepreneuriat et d'autres. Il s'agit souvent de situations où on va faire quelque chose qu'on perçoit plus grand, plus beau, mieux que soi. Il y a une idée de désir, de conquête et une question de légitimité, ou plutôt d'illégitimité. C'est un peu comme si la star du lycée finissait enfin par poser ses yeux sur nous et accepte de nous fréquenter. Le truc, c'est que nous, on continue à la voir comme une superstar, et elle, on continue de se demander ce qu'elle peut bien nous trouver comme intérêt. Il y a l'idée d'être inférieur, que ce soit intellectuellement, physiquement ou socialement, à ce qu'on convoite. Ce syndrome de l'imposteur, il peut être un booster au départ. Il peut aider à se déployer de par son exigence, mais à la longue, son impact va devenir néfaste parce que le fait d'avoir un doute permanent sur sa personne, sur ses actions, d'être terrifié au moindre changement dans son périmètre, ça va également engendrer beaucoup de stress et d'anxiété par la pression constante qu'on fait peser sur nos épaules, le risque d'épuisement professionnel ou de burn-out, dû au travail acharné, faire, refaire, ne pas compter ses heures, passer des nuits sans sommeil, à ressasser ses performances. Tout ça peut mener à une baisse de productivité parce qu'on n'aura plus assez d'énergie pour maintenir la cadence. Et ça induit également une perte de compétitivité puisque à force, on aura aussi tendance à vouloir fuir les challenges et vouloir rester dans sa zone de confort. Donc ça limite notre potentiel et conduit possiblement à l'obsolescence de notre savoir-faire. Suivant une étude de 2023 du Journal of Science, 70% des gens, soit 7 personnes sur 10, a été confronté au moins une fois dans sa carrière au syndrome de l'imposteur, y compris les entrepreneurs à succès. Donc, avec autant de monde concerné à des niveaux plus ou moins graves, bien sûr, on peut se demander d'où peut venir cette tendance à ne pas mériter, cette impression de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur, ou que quelqu'un va se rendre compte de notre supercherie. Bon, c'est bien de se remettre en question, mais tout ce stress à se rendre malade, est-ce que ça vaut la peine? Ça mène où? Et surtout, ça vient d'où? Les causes profondes du syndrome de l'imposteur se situent bien souvent dans l'enfance, comme pour beaucoup de choses. Qu'ils soient liés simplement au contexte, aux expériences ou à l'éducation. Par exemple, la comparaison entre les enfants peut conduire à de la compétition fraternelle comme moyen de gagner de l'attention. Le fait d'avoir un petit frère qui vient trop tôt et qui nous laisse
pas assez le temps de profiter des parents et de se détacher naturellement d'eux, ou qui vient assez tard, et on a un peu la sensation qu'ils nous volent l'attention dont on était seul bénéficiaire jusqu'ici. Également la volonté de perfectionnisme qui est liée aux attentes des parents, suivant les critiques, manque de valorisation familiale ou les éloges sur valorisation. Tout ça va aiguiller l'enfant vers ce qu'il faut faire pour rester dans les bonnes grâces familiales. Dans tous les cas, la performance devient alors pour l'enfant la réponse pour montrer qu'il est digne d'intérêt. Et c'est un peu à l'instar de Maria Callas, qui est l'exemple que je mets en avant ici, qui était surnommée la Bible de l'opéra. Sa mère, Evangelina, était une femme passionnée de musique et elle aurait aimé faire carrière dans le théâtre ou devenir chanteuse. Donc quelque part, elle a un peu transposé ses rêves et ses ambitions sur ses deux filles en leur permettant de prendre des leçons de piano. Et c'est ainsi qu'elle découvrira les talents vocaux de Maria dès ses 8 ans. Donc aux yeux de tout le monde, aujourd'hui encore, Maria Callas reste la performeuse lyrique dont la carrière est remplie de réussites exceptionnelles. Pour avoir son avis à elle, on va se diriger vers les magazines et lire ses interviews. Et ce qu'elle dit à Times Magazine à l'époque, c'est qu'elle considère qu'on lui a volé son enfance. Qu'enfant, elle se sentait mal aimée, maladroite, grosse par rapport à sa sœur. Et je cite, « J'avais toutes les bontés pour elle, c'est sa mère, et tout ce qu'elle me rendait était du mal. » Dans une autre interview, aux alentours de 1933, elle dira « Quand je sentais que j'étais vraiment aimée. Alors, chanter est progressivement devenu le remède à mon complexe d'infériorité. » Donc dans tous les cas, c'est bien de pousser ses enfants à la réussite, à la performance. Donc on le voit avec l'exemple de Maria, elle brille encore jusqu'aujourd'hui. L'attention est ici portée sur le sentiment négatif, le sentiment d'infériorité, qui est le déclencheur de l'action. C'est un peu une question de survie, et donc il y a du stress derrière. Les pensées des personnes qui sont soumises au syndrome de l'imposteur ressemblent souvent à « je ne suis pas légitime, je ne vais pas y arriver, j'ai eu de la chance, je vais être démasquée, je ne mérite pas ce poste, j'ai le sentiment de ne pas être à ma place ». Elle considère que si c'est facile pour elle, donc c'est pas un vrai talent. En clair, quelque part, certaines personnes se disent qu'elles ne devraient jamais acquérir ce qu'ils convoitent afin que l'objet puisse conserver toute sa valeur. Des profils les plus touchés par le syndrome de l'imposteur sont en tête, bien sûr, les femmes, surtout lorsqu'elles occupent un poste à haut rang ou dans des domaines majoritairement masculins comme l'armée, la politique, l'industrie, le bâtiment. Les entrepreneurs, parce qu'ils sont seuls aux commandes et il y a le poids des responsabilités. Les managers, 62% des managers se déclarent victimes du syndrome de l'imposteur, contre 50% de la population en général. Les autodidactes, par manque de formation, manque de diplôme. Les minorités, car ils ne se sentent pas le reflet de la société. Et les jeunes professionnels, parce qu'ils n'ont pas encore acquis suffisamment d'assurance. Au quotidien, si vous vous demandez comment reconnaître ou identifier ce syndrome pour vous-même ou pour les autres aux alentours, il y a bien sûr des tests. Il y en a un qui s'appelle l'échelle de Clance, donc qui est composée d'une vingtaine de questions et qui est faisable en 20 minutes et qui vous permettra de savoir où se situe votre profil sur cette échelle. Voilà. Sinon, pour vous donner un aperçu d'une synthèse en fait, des éléments qui sont analysés, vous retrouverez tout ce qui est biais d'attribution, donc le fait qu'il y a forcément vice de forme, qu'il y a fraude, qu'il y a forcément un truc derrière. La surcompensation, donc avoir des objectifs élevés, surtravailler pour prouver sa valeur, tout ce qui est surpréparation, faire et refaire, on est dans le perfectionnisme là. Donc c'est
perte de temps dans tout ce qui est peaufinage. Troisième, ne pas aimer demander de l'aide. Donc, parce qu'il y a un côté honte où on montre sa faiblesse. Donc on veut tout faire, on est multitâche, multifonctionnel. On est surtout seul aux commandes, indépendant sur son territoire. On veut surtout pas échouer dans n'importe quel rôle que ce soit le rôle du salarié, du parent, du conjoint ou de l'ami, parce que sinon ça met nos failles en avant aux autres. Et il y a aussi l'idée de ne pas vouloir partager son espace, parce que sinon on fait de la place à la compétition. Également, ne pas aimer être vu, être mis en avant, préférer rester en retrait, ne pas vouloir donner son avis au cas où on dirait des bêtises et que quelqu'un en profite pour nous démasquer. Donc on ne prend pas la parole en public et on n'aime pas non plus être pris en photo pour le côté mis en avant. Il y a également la procrastination, donc ne jamais terminer ou ne jamais commencer. Donc le livre dont je parle depuis des années mais que j'ai jamais vraiment commencé ou que je n'avance pas. Il y a également, ça fait 10 ans que je suis sur le même poste, que j'aime pas, que je critique tout le temps, mais bizarrement j'ai jamais le temps pour passer un entretien, pour envoyer une lettre de motivation, pour postuler. Avoir du mal à accepter les compliments également, donc, parce que ça aussi c'est forcément exagéré, et la personne, soit elle veut être sympa, soit elle est intéressée. Il y a un truc derrière. Les gens polis, les compliments, c'est suspect. Donc, quelque part, beaucoup d'auto-sabotage. Parce que inconsciemment, on décrète qu'on mérite plus bas, moins cher. Donc, il y a la peur de s'affirmer tel qu'on est. On s'inquiète beaucoup de son image, du regard de l'autre. Donc, on veut être carré, parfait. Le maquillage, l'habillement. On a investi beaucoup en temps et en argent dans son image. Ou à l'inverse, on est plutôt côté loose, relâché, et on veut pas trop en fait se mettre en avant, on veut pas trop s'habiller, enfin être bien mis quoi. Parce que ça aussi en fait on est assez rigide sur son image parce que le changement ça pourrait bouleverser le regard en face ou faire qu'il y ait des remarques et on n'est pas sûr en fait de pouvoir gérer. Et le dernier point, c'est qu'on ne croit pas en nous, on ne croit pas en nos compétences. Donc on utilise beaucoup tout ce qui est charme, séduction ou toute autre forme de corruption pour pouvoir y arriver. Des exemples concrets, ce serait par exemple, vous recalculez vos tarifs, vous estimez que votre produit vaut tant selon les coûts que vous allez calculer, mais la marge dans le prix, vous vous dites, ah mais qu'est-ce que vous pensez les gens? Est-ce que les gens vont valider ce que je fais? Il y a aussi le fait de le cadre qui a durement travaillé pour avoir sa promotion. Et le jour où on lui annonce sa victoire, là, il fuit, il n'y a plus personne. Et ça, cette histoire, ça me fait penser un peu à mon cas. Il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, une de mes collègues vient me voir et m'annonce que c'est moi qui vais... c'est moi qui vais la remplacer maintenant sur le projet dont elle était en charge jusqu'ici. Et donc moi, c'est ce côté pourquoi? Ah bon, mais pourquoi? Donc c'était limite une injustice. Une injustice. Et la collègue, donc là, elle méritait le tribunal et condamnée tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'envie de fuir devant les responsabilités qu'on percevait trop grands et que je ne me percevais pas à la hauteur. Le côté demander des comptes aux autres, donc aller devant des autres pour leur demander des comptes. Le fait de se mettre au niveau technique, donc là c'était surtout Excel. Donc il y avait toute cette peur en fait qui était assez présente. Alors, si vous aussi vous êtes reconnu dans ces exemples, maintenant, bien sûr, il existe des stratégies, heureusement, à notre disposition pour utiliser ce syndrome qui est plutôt inhibant, stressant, pour atteindre nos objectifs. Le côté positif de ce syndrome, c'est la capacité à se remettre en question. Donc le désir de faire mieux, plus. Le côté négatif, c'est le stress, le blocage, l'envie de fuite devant l'action. Donc on peut commencer par utiliser cette capacité à la remise en question pour s'analyser soi-même et comprendre notre fonctionnement. Donc là, c'est papier-crayon pour noter, voir quelle est la source
de notre désir. On commence déjà par l'action. Quelle action est déclencheur du syndrome chez nous? Est-ce que c'est plus lié au travail, au personnel, loisirs, tous ensemble? Et après, on va essayer de voir dans quelle partie du processus est-ce que ça vient. Est-ce que c'est au lancement? Donc on lance une idée et là, dès le début, on a tout le scénario en tête, on a la perspective qui est hyper négative. Crise de panique, non, je ne veux même pas y penser, j'y ne vais même pas. On ne postule pas, on ne propose pas ses services, aller vers de nouveaux défis, non. Ou alors, est-ce que c'est plutôt la phase de déroulement? Donc on se dit, ok, au départ, on arrive à se motiver et à rentrer dans le processus, mais après, suivant la projection, quand le travail est là, on estime qu'on n'a pas les compétences, on n'aurait pas dû, c'est trop vaste, c'est trop complexe pour moi, on se voit déjà transpirer devant la tâche, la peur de se confronter au public, bégayer, on se trouve nul et pas assez compétent. Et est-ce que c'est plutôt à la fin du processus que le syndrome intervient, c'est-à-dire je fais le job et puis après je me relis et je me dis c'est pas assez bien, c'est pas complet, ils ne vont pas aimer, il manque ça et ça, j'aurais pu mieux faire. Et c'est là qu'on veut essayer de peaufiner, de rajouter, de changer, etc. On a du mal à boucler. Et si on boucle et qu'on finit, il y a l'autre étape qui est le recommencement sans fin. Donc ceux qui aiment accumuler, démultiplier, donc j'ai fini un projet, il me faut tous les titres, il me faut toutes les couleurs. En phase de chaque partie choisie, il est intéressant de noter le pourquoi. Pourquoi ce projet? Pourquoi vous projetez un échec? Pourquoi vous pensez qu'on ne va pas vous accepter? Est-ce que c'est lié au diplôme, au manque d'expérience? Est-ce que c'est lié à votre présentation physique ou autre? Ce qu'il y a, c'est que les critères d'une personne qui est atteinte par le syndrome de l'imposteur, ils sont très subjectifs, voire flous même, car en fait, c'est des critères qui ne lui appartiennent pas à elle-même. Et donc le but de cet exercice, c'est de rajouter un peu du concret et de la matière. Ça permet de sortir le débat de sa tête et de regarder ses peurs en face. Donc du coup, on peut bien mettre en avant sur quels critères est-ce qu'on se base pour prendre nos décisions. Ainsi, on peut montrer aux autres pour peut-être avoir un point de vue différencié d'une autre, donc montrer son travail aux autres, montrer son système de pensée aux autres. Et si les critères sont bien concrets, on peut travailler dessus afin de les améliorer. Parallèlement, pour ceux qui sont dans le recommencement sans fin ou l'accumulation, il est intéressant de se demander qu'est-ce qui fait qu'on pousse la barre. Est-ce que c'est parce que le jeu nous plaît ou est-ce que on ressent un manque, un vide après chaque clôture? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver quelque part et à qui? Est-ce qu'on appréhende beaucoup le regard de l'autre, par exemple? Donc ces petites questions du quoi et du pourquoi, elles permettent de découvrir en fait quelle est notre motivation intime. Donc c'est toujours la partie cachée de l'iceberg. Donc il y a la bonne motivation, mais plus on pousse, on découvrira en fait quelle est la vraie motivation derrière. Et ça permet de savoir en fait si on fait les choses pour soi ou est-ce qu'on est encore dans un système de bâton qui est la peur du rejet, du manque, de la honte ou de par exemple la rétrogradation, ou est-ce que c'est le système de carottes, amour, acceptation, validation, mais tout ça dans les yeux de l'autre. Parce qu'en fait, si c'est pas pour notre satisfaction personnelle qu'on fait les choses, il est intéressant de se demander pour qui est-ce qu'on les fait. Et après, une fois qu'on a fait le point sur tout ça, c'est passer à l'action malgré les peurs, malgré nos peurs. Car en fait, en dehors de ceux qui sont dans le trop faire, le problème principal dans le syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas oser, de se bloquer au niveau de l'action. Et pourtant, l'action est le principal antidote à ce syndrome de l'imposteur. Donc à ce stade, on sait à peu près ce qui nous bloque, ce qui nous motive, pourquoi. Et maintenant, on va faire le choix, consciemment et méthodiquement, d'aller vers l'action malgré nos peurs, parce que
quelque part, oui, on commence à comprendre, on réalise que on apprend sur le chemin, on se corrige sur le chemin, on redessine le chemin sur le chemin. Donc, il ne s'agit pas non plus de plonger comme ça, tête première. On va planifier nos actions, nos tâches, on va les séquencer. On va se préparer en reprogrammant notre mental, transformer les « je ne suis pas assez compétent » en « je suis en constante progression » ou le « on ne va pas m'accepter », et tente et tu verras bien, fais de ton mieux et tu verras bien ce qui se passe. Et on essaye aussi de ramener du positif en se remémorant en fait les actions passées qui ont eu des résultats positifs, les compliments qu'on a eus, donc les sources de validation qu'on a eues dans le passé, et ça nous servira de ressource en cas de besoin. On va également beaucoup travailler sur son ressenti, tout en passant à l'action. Donc on note ce qu'on ressent, à quel moment est-ce que le rush émotionnel arrive, comment est-ce qu'il arrive. Est-ce qu'il arrive avec des tremblements, des mains moites? Est-ce qu'il s'agit de crise de panique? Il s'agit aussi de s'entraîner à accepter des avis ou des commentaires qui sont inconfortables, voire négatifs, les bofs, les personnes un peu ambivalentes, on ne sait pas trop où est-ce qu'elles se situent. Parce que par exemple, si vous êtes commercial, un commercial, il va devoir aller au-devant des gens, les convaincre d'acheter un produit, tout en sachant que peut-être ce sera peut-être 70% sur certains, pour certains, ce sera 80% pour d'autres, ce sera peut-être 95%. Donc, il y a ce risque principal de non, de rejet, de refus. Donc, quelque part, il faut accepter que les personnes auront un avis, que ça ne leur plaira pas totalement, et puis ils prendront les choses comme ils le prendront. Et donc, quelque part, c'est aussi apprendre à accepter ces commentaires, on va dire, ambivalents à l'opposé. Parce que peut-être que il faut aussi se rappeler que nous-mêmes, on a des critères de sélection. Nous-mêmes, on ne dit pas oui à tout. Donc, ça permet aussi de se dire, moi-même, des fois, je dis non, 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 non. Donc, c'est aussi OK que les autres ont ce point de vue. Mais malgré tout, dans leur feedback, on va essayer de chercher ce qu'il y a de concret dans leur discours, sur quoi est-ce que je peux me baser comme source d'amélioration. C'est-à-dire que je ne veux pas juste me focaliser sur le négatif et carrément oublier tout le reste. Je vais plus chercher de sources d'amélioration. Je peux me faire ci, je peux me faire ça. Et évaluer ce que je peux faire de mon côté. Mais surtout pas me focaliser sur uniquement ce qui est négatif. Donc, il y a aussi apprendre à se connaître avant d'aller au-devant des gens, à s'accepter, à se valider, aussi bien au niveau de nos qualités qu'au niveau de nos défauts. Car, quelque part, en fait, ce sont les murs fissurés, poreux, qui laissent entrer de l'eau. Donc, c'est-à-dire que votre système de défense, il n'est pas assez élevé. Donc, toutes les personnes qui auront un avis, vous allez les prendre comme ça. Mais si au contraire, vous êtes bien renforcé, vous avez déjà fait le point avec vous, vous savez vos défauts, donc potentiellement on va vous blaguer sur ça, non, vous savez rester debout malgré tout. Et également, on peut s'entourer toujours de personnes telles des amis, de bons amis, des mentors, de coachs, échanger avec des entrepreneurs qui ressentent la même chose que nous, ou qui ont eu la même expérience, et tout ça permet de prendre du recul. Et à chaque fois qu'on a cette envie de perfectionnisme, d'accumulation qui survient, on revient toujours au pourquoi. Il est intéressant de revoir en fait sa perception ou sa définition de ce qu'est le succès et de se demander à qui appartient cette vision. Est-ce que votre vision, c'est le penthouse, les voitures, être tout le temps dans l'avion, les fêtes, est-ce que c'est des milliards de followers, ce genre de choses? Ou est-ce que votre vision, c'est la campagne, la nature, la forêt, la mer, le calme? Est-ce que c'est de manger des fruits et des légumes? Est-ce que c'est pas d'être dans votre potager? Est-ce que un petit salaire vous suffit? Donc, c'est juste de savoir, en fait, quelle est votre définition à vous du succès et de la perfection. Parce que quelque part, on est tous
on va dire work in progress, tous en amélioration. Et donc l'apprentissage est une évolution normale pour chacun d'entre nous. Et l'apprentissage se fait avec les autres. Donc il y a aussi l'idée de, quand on veut toujours être en tête, de savoir avec qui est-ce qu'on est en compétition. Est-ce que si les autres sont un défi pour nous, alors potentiellement le monde entier est une compétition pour nous. Si on arrive le premier jour au travail et qu'on se dit « Ah, je recherche qui sont mes... avec qui est-ce que je dois être en compétition, qui sont mes ennemis, je les calibre déjà. » Bon, c'est une manière d'arriver. Mais si on se dit qu'on est soi-même, nous-mêmes, notre propre défi, alors les autres deviennent une source d'apprentissage et d'enseignement qui vont nous aider en fait à progresser. Et dans ce cas-là, on est chaque jour un peu meilleur. Il s'agit également de transformer en fait son insécurité en jeu, en sortant du rôle qu'on s'est attribué, de notre côté figé, de si je fais différent, peut-être qu'on ne va pas m'aimer, pas m'apprécier. Il est intéressant de faire la liste de tout ce qui nous fait peur en général et de commencer par se challenger en attaquant les petits et les moins risqués bien sûr. Donc de ne plus choisir en fait quelque part d'être le modèle de perfection. Donc il s'agit de chiffonner un peu son image de temps en temps pour voir ce que ça fait. Par exemple, si on est du genre à porter un jean tous les jours ou un costard cravate tous les jours, une robe tous les jours, il peut être intéressant de switcher le rôle et pour voir ce que ça fait en nous, ce que ça fait chez les autres et comment est-ce qu'on récupère en fait, comment est-ce qu'on réagit à ce que ça fait chez les autres. Si on a peur en fait de poster un message sur LinkedIn parce qu'on appréhende que ce soit mal reçu, pas liké, pourquoi pas de tester une fois, de mettre ce message et de voir concrètement ce qui se passe. Peut-être qu'on ne le refera plus après, mais on verra si on est toujours vivant ou pas, ou si on est mort de honte. Si on souhaite démarcher une entreprise, on se dit, bah voilà, moi je vais aller chercher maintenant mes propres clients, donc pourquoi pas envoyer des offres, etc. Tester au moins une fois. Il y a également, par exemple, si moi je perçois que bon, tout ce qui est luxe, rentrer dans un magasin de luxe, rentrer dans un hôtel de luxe, c'est hyper impressionnant pour moi. Donc pareil, ça peut être un jeu de dire une fois, bon bah je vais rentrer dans cet hôtel, je vais rentrer dans ce magasin, regarder les produits, faire comme si je voulais acheter quelque chose. Si je peux, je vais peut-être aller me prendre un verre dans cet hôtel de luxe, juste pour voir en fait, de challenger ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi. Et également, on peut aussi demander de l'aide, demander de soutien. Donc, si on voit qu'on a beaucoup de tâches, et de voir vraiment, est-ce que c'est toutes les personnes à qui on demande quelque chose en profitent, sont en mode « Ah, ça y est, compétition, elle me donne son travail, donc je vais me mettre en compétition avec elle ». Ou est-ce que ça peut générer plus d'espace pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire, se sentir plus soutenu et plus accompagné. Ou... Enfin, on va voir si on va vraiment mourir de honte ou peut-être juste mourir de rien. Quand on dit briser son image, de devenir imparfait, c'est pas ici l'idée de se faire du mal, bien sûr. Donc c'est simplement d'arrêter de donner aux autres ce que nous on pense qu'ils veulent voir ou recevoir de nous. Donc, et surtout si ça ne nous satisfait pas, surtout si on attend quelque chose en retour. J'ai travaillé, mais j'ai pas eu la promotion, j'ai pas eu l'augmentation de salaire, etc. Et j'ai pas eu le merci déjà. Donc, si ça ne nous satisfait pas, peut-être que faire autre chose, ça peut changer les perspectives déjà. Donc, le fait d'oser faire ce qui nous fait peur, ça nous oblige quelque part à briser nos chaînes invisibles, qui est la peur de décevoir et la peur d'être rejeté. C'est bien sûr, enfin, ce n'est pas ici un appel à la médiocrité, bien sûr, mais plutôt à préserver notre énergie afin de l'investir là où ça nous rapporte un max, mentalement, physiquement et pourquoi pas financièrement. Mon avis sur le problème fondamental des personnes affectées par le syndrome de l'imposteur est qu'ils cherchent, comme beaucoup d'entre nous, qui cherchent l'amour au mauvais endroit. C'est-à-dire une validation qui est extérieure
à eux-mêmes. Ça commence dans la famille, ça continue à l'école, dans la société, en entreprise. C'est un peu des personnes en ligne avec ce qu'on appelle les people pleasers. Tout ce qui est syndrome d'infériorité. Syndrome de supériorité également, parce que ça rejoint en fait le syndrome d'infériorité. Les critères en fait sur lesquels ils se basent sont émis par les autres. Donc, ils ne savent pas où est la limite. En fait, ils ne savent simplement pas déjà où est la ligne d'arrivée parce que ça dépend de l'autre. C'est comme essayer de satisfaire une entité qui est virtuelle ou de remplir un puits sans fond. Donc, le but, c'est d'apprendre à se recentrer sur soi pour redevenir l'autorité principale dans sa vie. Si, par exemple, on aimerait bien marcher pieds nus dans la rue, mais que notre première pensée est de se dire « les autres vont mal me regarder, ils vont mal me juger », c'est un premier point de vue. Mais on pourrait aussi se dire « il fait froid, je vais tomber malade, c'est sale, je vais me faire mal ». Et tous ces deux points de vue sont des positionnements totalement différents. Parce que dans le deuxième cas, peut-être que vous allez trouver une protection pour vos pieds, je sais pas, une semelle fine, qui vous permettra de marcher dans la rue tout en protégeant vos pieds. Peut-être qu'il fera beau et que ce sera plus agréable. Mais si vous êtes dans le premier cas, vous dire que dans tous les cas, vous ne le faites pas parce que le regard des autres, donc peu importe la protection que vous allez trouver, vous ne le ferez pas parce que tout est conditionné au regard de l'autre. Donc voilà, donc l'action qui est en alignement avec nos besoins et notre ressenti, c'est une thérapie qui permet de grandir et d'avancer de manière plus juste. Donc, c'est à nous de définir notre propre KPI quelque part, de mesure d'acceptabilité et de validation en nous recentrant sur nos propres désirs. Si on agit par peur de l'insécurité, quand est-ce qu'on se sentira en sécurité? Est-ce qu'on arrive à le dire? Donc là, c'est des points de vue qui mènent à l'épuisement. Par contre, si on agit parce qu'on est transporté par notre désir et par le plaisir, alors là, oui, c'est top. Et je dirais même que le fait de se conditionner mentalement de manière positive, ça permet à ce que le corps nous accompagne également dans l'action. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des tremblements, le souffle coupé, si on se dit « oui, ça fait peur, mais je vais apprendre », et donc le corps va se positionner autrement et il va mettre ses capacités, sa ressource à notre disposition. Donc en conclusion, je dirais que le syndrome de l'imposteur, c'est le signe qu'on est en train de sortir de sa zone de confort en fait. C'est un peu comme au yoga ou au sport tout simplement quand on lui dit vous sentez que le muscle tremble, la jambe tremble, c'est que ça travaille en fait. C'est que ça passe à un autre niveau, c'est que ça se renforce, ça va au-delà de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc on passe à une autre étape, un peu comme dans un jeu vidéo. Alors, lorsqu'on sent ces papillons, cette transpiration, donc au lieu de se dire c'est compliqué, ça devient difficile, il faut fuir, non, on va se dire c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de devenir meilleur qu'hier. Et là, on aura tout le corps, tout le mental qui va nous accompagner du mieux qu'ils peuvent. Donc non, le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas juste un frein, ça peut être un moteur de croissance si on prépare son mental comme il se doit. Pour avancer encore plus, je souhaite vous introduire au travail de Marissa Peerce. Pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, donc elle est RTT, Rapid Transformation Therapist, thérapie de transformation courte, qui est un mix entre psychologie, hypnothérapie, pleine conscience. Donc elle a publié 6 livres, dont le fameux I Am Enough, je suis assez bien, qui est un peu comme un mantra. Donc moi je vous recommande sa chaîne YouTube et puis toutes les vidéos où elle apparaît en interview. Donc ça permet de comprendre son histoire, sa démarche, et pourquoi pas d'utiliser ces vidéos pour les méditations. Donc moi j'ai testé la méditation pour la confiance en soi durant 21 jours et ça donne des résultats. Donc si on se calibre bien
sur ces 21 jours mentalement, les résultats sont là. Voilà. Également, pour les amoureux de Maria Callas, nous avons plusieurs choix de biographie. Maria Callas, Entre l'art et l'amour, La vie cachée de Maria Callas, Le journal intime de Maria Callas, pour ceux que j'ai sélectionnés. Donc ça permet de la découvrir de manière un peu plus intime et aussi de comprendre, je dirais, comment on presse les diamants dans l'ombre. Et vous déciderez pour vous-même si vous avez envie de devenir un diamant. Voilà pour ce partage sur le syndrome de l'imposteur. J'espère qu'il aura été nourrissant pour vous. Je prendrai plaisir à vos avis, commentaires, partages. N'hésitez pas à liker si cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci à vous.